Bonjour. Alors, quelques mots pour commencer, pour dire que je suis très contente de vous retrouver pour la 8e année depuis 2010. On est très heureux de voir les mêmes personnes revenir. La famille Pavageau, par exemple, qui sont les personnes qui nous ont suivis durant des années. Et donc, on est ravis de les revoir. Et puis, des nouvelles personnes qui ont pu être intéressées par ce nouveau thème qu'on aborde cette année, qui est la vie entre éthique et science. Vous savez qu'on a l'habitude de traiter d'éthique dans ces colloques, mais la mettre en relation avec les sciences, c'est pas notre habitude. Donc, on a voulu faire quelque chose de nouveau pour cette année. Voilà. Donc, bon colloque. Je laisse la parole à David. Bien, donc Flora a déjà dit que c'est la 8e année. L'année dernière, on était arrivé à l'âge de raison. On approche de l'adolescence. J'espère qu'il n'y aura pas de crise d'adolescence à cette série de colloques et que ça continuera. Une nouveauté cette année, on est en live sur YouTube. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a... L'idée est venue la semaine dernière brusquement. Et Schopler nous a dit que c'était possible. Et il a travaillé d'arrache-pied pour mettre en place le système. Donc tout est diffusé en live. Et les conférences seront aussi... des appels colloques, elles seront déjà en ligne. Ça va aller beaucoup plus vite que d'habitude. Grâce à cette nouveauté. L'autre nouveauté, donc comme Flora a dit, c'est entre éthique et science. Et quand on parle de science, on parle aussi... les financements sont plus faciles. Donc on a les financements de cette année, mis à part le financement récurrent qui vient de la CIREL et de CIVI cette année. CIVI, il y a l'université... FICIVI, pardon. FICIVI, oui, j'avais oublié le FI, mais c'est peut-être pour des raisons politiques. Donc, on a également un soutien du CNRS via le laboratoire franco-israélien de neurosciences computationnelles. Ça sonne un peu mal en français, c'est Computational Neuroscience en anglais. Et également un financement qui vient de Human Frontier Science Program. Dans le cadre, donc, c'est un financement qui était un gros financement en général pour soutenir la recherche sur les corrélats neuronaux des comportements sociaux. Et donc, il finance également ce colloque. Voilà, on prolonge comme d'habitude, ce soir et demain soir, les séances en ombre blanche. Voilà, donc on peut commencer d'ores et déjà. Donc on aura, mis à part les philosophes, nous aurons également des neuroscientistes, comme on dit, qui vont venir parler. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau également. Bien, je vous propose d'ouvrir la première session de cette matinée sur ce programme La vie entre éthique et science, avec deux intervenants, Paul-Antoine Miquel, qui va nous parler de la dimension cosmique de la responsabilité sur les générations futures, et un autre intervenant, Michel Olivier, qui va nous parler de la vie économique entre validité et efficience. Alors, je veux tout d'abord dire un petit mot sur mon collègue Paul-Antoine Miquel, qui est très connu de nous, à FICIVI, mais qui est connu aussi, bien entendu, ailleurs qu'à FICIVI, mais rappeler un peu ses orientations de recherche en un mot, c'est-à-dire de la philosophie de la biologie à la philosophie française, particulièrement Bergson, et puis au rapport entre science et ontologie, dans un livre remarqué l'année dernière qui s'appelle « Le concept de nature », qui est paru chez Hermann, et qui rénove un peu la manière dont on pense les sciences, et puis peut-être la fonction des sciences, qui n'est pas simplement spéculative, mais qui est bien de nous faire entrer dans un type de rapport au réel et au monde. Je suis très heureux de lui donner la parole pour cette conférence aujourd'hui.
Merci beaucoup à Pierre Montebello. Alors, c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui, bien qu'en effet ce soit le thème de mon dernier livre. Mais en fait, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps. J'ai fait plusieurs interventions sur cette question déjà, et probablement je vais écrire quelque chose sur ça dans le futur. Donc, j'ai intitulé ça, c'est une réflexion sur la biopolitique. J'ai intitulé ça la dimension cosmique de la responsabilité sur les générations futures. C'est une réflexion sur la biopolitique et je voudrais tout de suite que vous voyez l'axe, si vous ne connaissez pas, c'est probable, l'axe à travers lequel ma réflexion se construit en général, c'est un axe finalement très canguilénien, hein, vous savez, la philosophie, c'est cette discipline pour laquelle toute matière étrangère est bonne et toute bonne matière doit lui être étrangère. C'est que la norme de vérité philosophique se nourrit de quelque chose qui est extra-philosophique, et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui, vous allez voir. Je ne vais pas parler de science, donc ça va changer de mes exposés habituels. Par contre, je vais parler de sciences humaines. Et donc, plus précisément, ici, je vais parler du droit. Je vais un tout petit peu parler du droit. Et pourquoi j'ai parlé du droit, donc d'une discipline positive, même s'il ne s'agit pas de science, proprement dit, parce que vous allez voir que c'est une chose à laquelle je suis sensible depuis une bonne dizaine d'années déjà. Dans le droit, il y a un nouveau sens du concept de responsabilité qui apparaît, et c'est ce nouveau sens que je voudrais essayer de dégager aujourd'hui, en montrant en même temps à la fois la distance et la proximité avec les autres philosophes qui se sont interrogés sur la responsabilité en biopolitique, notamment évidemment Foucault, Habermas et Jonas. Voilà. Alors, vous allez voir ici la proximité, en même temps notamment la distance entre ce que je vais dire et ce que dit Franz Jonas. Alors, je vais commencer par deux exemples. Très simple. Le premier exemple, c'est la question du passage du crime contre l'humanité au crime contre l'espèce humaine. C'est un passage qui a fait problème il y a une vingtaine d'années. Ça a été remarqué dans le milieu des juristes, notamment à travers le travail d'une juriste française célèbre, qui est peut-être maintenant à la retraite, mais qui était longtemps professeure au Collège de France de droit international, qui s'appelle Mireille Delmas-Marty. C'est elle, en fait, qui m'a inspiré cette première thématique. Vous voyez tout de suite que quand on part de l'énoncé du crime contre l'humanité, vous voyez là, bon, alors évidemment, c'est un exposé de philosophe, donc je ne vais pas vous faire toute la séance sur les différentes modifications du concept de crime contre l'humanité depuis la première formulation ici, qui est celle du procès de Nuremberg en 1945. Je vais rester à cette première formulation. Et vous voyez tout de suite qu'il y a deux choses qui frappent immédiatement quand on lit cette phrase. Comme j'ai très peu de temps, je vous laisse la lire sans la répéter moi-même. La première chose claire, c'est que le crime contre l'humanité n'est pas un simple crime de guerre. C'est la première chose claire. Vous voyez qu'on peut très bien réduire les gens en esclavage, on peut faire des déplacements de population pour des raisons ethniques, sans forcément qu'un État soit en état de guerre. Pensez à l'apartheid, par exemple, en Afrique du Sud. L'esclavage, malheureusement, a été pratiqué, y compris par nous, les Français, pendant longtemps. Donc, c'est la première chose, c'est pas un crime de guerre. Et la deuxième chose, c'est que, vous voyez, le crime contre l'humanité concerne quelque chose qui a une caractéristique collective. C'est pas un crime contre une personne. C'est un crime contre un groupe ou une population de personnes. Voilà. Alors, c'est les deux premières choses qu'on peut dire tout de suite. Et la troisième chose qu'on peut dire tout de suite, ça apparaît ici clairement quand on regarde la phrase, c'est que ces actes sont inhumains. Et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'ils sont inhumains. Ça va contre l'humanité. C'est pas juste un crime. C'est un crime qui va contre l'humanité. Et qu'est-ce qui fait que c'est inhumain? Ce qui fait que c'est inhumain, c'est que les personnes qui sont touchées par ce crime ne sont pas touchées à travers ce qu'elles ont fait. Elles sont touchées par la manière dont elles sont nées. C'est ça, l'aspect humain. On les touche par la manière dont elles sont nées, pas par ce qu'elles ont fait. Vous êtes né juif, par exemple. Vous êtes né tzigane, par exemple. Voilà. Le crime contre l'humanité, c'est un crime contre une ethnie, contre un groupe de population supposé effectué à travers la façon dont ils sont nés, donc qui touche en quelque sorte leur essence. Voilà.
Alors, Mireille Delmas-Marty analyse ça de près et elle dégage à la suite de ça, tout de suite, dans ce texte qui date d'une vingtaine d'années maintenant pour un droit commun de l'humanité, elle dégage tout de suite deux caractéristiques propres qui sont liées au fait que ce crime est un crime qui touche la façon dont les personnes sont nées. La première caractéristique, c'est la négation du principe de singularité de la personne. Un juif égalisé par tous les juifs. La deuxième caractéristique, c'est la négation du principe d'égale appartenance à l'humanité. L'ethnie juive est inférieure à l'ethnie aryenne, par exemple. Si on regarde dans Mein Kampf, c'est instructif. C'est instructif. Donc, on voit bien ces deux principes à l'œuvre dans cette notion de crime contre l'humanité. Alors, ce que se demande maintenant Mireille Delmas-Marty, mon exposé ne porte pas du tout simplement sur la notion de crime contre l'humanité, mais sur la façon dont la notion bascule. D'ailleurs, la notion bascule, ce que demande Mireille Delmas-Marty, c'est au fond un crime contre une personne à cause de la manière dont elle est née. Est-ce que c'est simplement un crime du type de ce qu'on a caractérisé tout à l'heure, déplacement de population, extermination, torture, etc., etc. Ou est-ce que ça peut concerner aussi la manière dont on fait naître les générations futures? Parce qu'on peut très bien faire naître les générations futures en niant le principe de singularité de la personne et en niant le principe d'égale appartenance des personnes à l'humanité. Imaginez par exemple qu'on s'amuse demain à fabriquer, par clonage reproductif, 100 000 exemplaires de Claudia Schiffer. Et qu'on les fait toutes défiler autour du monde en même temps. Bah, évidemment, d'un point de vue capitaliste, c'est il y a une productivité très grande. On va payer moins cher Claudia Schiffer. Et voilà, donc évidemment, là, on va entrer dans la négation du principe d'égale appartenance. Vous voyez ? Donc, on a ces deux notions qui apparaissent, et là, du coup, évidemment, elle se demande ça juste avant que ça apparaisse dans la loi, et vous voyez qu'ensuite ça apparaît dans la loi, et vous voyez que dans la loi, vous avez clairement ici spécifié, thématisé, une notion qui est la notion de crime contre l'espèce humaine, cette fois. C'est-à-dire que l'eugénisme, au sens d'une technique ou d'une pratique d'amélioration de l'espèce, à partir d'une intervention biologique ou médicale sur les générations futures, l'eugénisme est défini de cette manière qu'il soit positif ou négatif, c'est-à-dire que ce soit amélioré dans le sens où on va fabriquer quelque chose de nouveau, ou que ce soit amélioré au sens où on va éliminer quelque chose qui existe déjà. Dans ces deux cas, donc, eh bien, vous avez quelque chose qui est susceptible de relever les deux principes qu'on a évoqués tout à l'heure. Et donc, le problème se pose vraiment, et du coup, l'énoncé de la loi le dit, nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine, c'est un crime contre l'espèce. Et vous voyez qu'il y a donc une filiation très étonnante entre le crime contre l'humanité et le crime contre l'espèce humaine. Il y a quelque chose d'inhumain sous-entendu dans la pratique eugénique, comme il y a quelque chose d'inhumain sous-entendu dans la notion crime contre l'humanité. Alors, ce qui m'intéresse aussi, évidemment, c'est que vous voyez ici que, du coup, la notion d'espèce humaine, c'est important de le dire, si vous voulez comprendre ce que je vais vous raconter tout à l'heure. L'important, c'est que l'espèce humaine n'est plus une catégorie biologique ici. L'espèce humaine devient une norme juridique présente dans le biodroit. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas aussi, bien entendu, une catégorie biologique, évidemment, qu'il y a une espèce humaine. Mais en même temps, c'est une norme juridique présente dans le biodroit. Voilà. Alors, en même temps qu'elle est présente, en même temps, vous voyez que l'usage de cette norme biologique pose problème. Le droit, c'est censé être cohérent, et on ne va pas entrer dans les détails ici, mais la pauvre, puisqu'elle vient de mourir, et je lui rends hommage d'ailleurs, cette femme n'est pas n'importe qui, c'est la mère de la loi sur l'avortement, donc la loi Veil de 1976, Simone Veil. Eh bien, vous voyez clairement que la loi Veil permet l'avortement thérapeutique. Et qu'est-ce que c'est que l'avortement thérapeutique? C'est quelque chose qui dit avec consentement des personnes. Il y a le consentement des personnes, mais enfin, avec consentement des personnes, il y a une sorte de forme d'eugénisme libéral négatif qui se met en place, puisqu'il va y avoir le tri des trisomites qui va se mettre en place. Statistiquement, il va y avoir de moins en moins de trisomites dans la population. Et donc, vous voyez que l'intégrité de l'espèce humaine, c'est déjà clairement attaqué par le fait qu'on admette l'existence de la loi Veil. C'est pas du tout pour
remettre en question l'existence de la loi Veil. Au contraire, bien entendu, j'y adhère à 100%, mais c'est plutôt qu'il y a, pour signaler qu'il y a quelque chose de dénégatoire dans la formule juridique qui est utilisée ici. Dans la loi, excusez-moi, j'ai oublié de mettre la date, j'ai fait ça trop rapidement, qui est la loi de 1994. C'est la première des 3 lois, et la première loi de la bioéthique en Europe d'ailleurs, la première des 3 lois de la bioéthique en France en 1994. Vous voyez quelque chose de négatoire dans cette formule, c'est-à-dire on dit « Ah, attention, ne faites pas quelque chose que pourtant partout on fait déjà ». Donc, à la fois, la notion de crime contre l'espèce humaine, elle apparaît, et en même temps, par définition, elle apparaît en même temps que sa transgression, puisque sa transgression est même énoncée dans la loi. Elle est énoncée dans la loi Veil, elle-même. Donc voilà, c'est souligné et en même temps lié, et qu'est-ce qui est souligné et en même temps lié? C'est un problème de responsabilité. Un premier problème de responsabilité. Ce problème de responsabilité, souligné et en même temps nié, c'est très Frenchy ça, hein, souligné et en même temps nié. Ah, faites ce que je dis, mais surtout, ne faites pas ce que je fais. Hein, c'est très Frenchy ça. Hein. On souligne et en même temps nie, voilà. Hein. Eh bien, là, vous avez souligné et en même temps nié un problème de responsabilité. C'est le problème de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de l'amélioration de l'espèce humaine, que nous pratiquons depuis que la médecine existe. Depuis que la médecine existe. Donc on peut cacher ce sein que je ne saurais voir. Hein. On peut se voiler la face et faire comme si ça n'existait pas. C'est juste du n'importe quoi. En permanence, à chaque minute, il y a des équipes dans le monde qui travaillent pour améliorer l'espèce humaine, pour optimiser. Simplement par le fait qu'on nous empêche d'attraper le cancer, par le fait qu'on nous empêche d'attraper X maladies, etc. Voilà. C'est le premier problème que je voulais poser. Le deuxième, et puis j'en resterai là, et je vais même aller très vite parce que je voudrais aller à la suite rapidement. Mais je l'indique, je ne vais pas le commenter trop longuement, mais vous voyez ici, je n'ai pas le temps non plus de le lire, mais je pense que vous connaissez en plus probablement ces textes. C'est l'énoncé du principe de précaution tel qu'il apparaît dans la Charte sur l'environnement en 2005. Voilà. Et donc, alors vous allez me dire, Paul-Antoine, mais enfin, ben oui, mais là-dedans, quel est le rapport à l'humanité? Il est immédiat pour ceux qui savent décrypter, c'est-à-dire ceux qui savent ici que le problème que je pose, c'est un problème écologique, puisque la notion centrale à l'intérieur de ce texte, c'est la notion d'environnement, et qui dit écologie dit la maison, et la maison dans laquelle nous habitons, c'est-à-dire la maison dans laquelle habite l'humain. Donc, quand il y a réalisation d'un dommage grave, dangereux, qui risque d'affecter la maison que nous habitons, il y a aussi la réalisation d'un dommage grave, dangereux, qui risque d'affecter l'humain. Hein. Et nous avons donc là une autre forme de responsabilité qui apparaît, à travers, vous voyez, c'est ma méthode, hein. Ma méthode, c'est de dire, voilà, je ne veux pas vous sortir les trucs comme ça, hop, c'est toujours à travers des choses, dans l'interaction interdisciplinaire, que les problèmes philosophiques apparaissent pour moi correctement. C'est pas juste en lisant des textes d'auteurs. Hein, voilà, c'est ma méthode. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans l'interaction interdisciplinaire, vous voyez la question de l'humanité, de l'espèce humaine qui réapparaît ici, mais sur une autre modalité, une autre responsabilité, une autre forme. Il ne s'agit pas de l'amélioration de l'espèce humaine, il s'agit de l'existence de l'espèce humaine, de l'existence même de l'espèce humaine. Hein. Puisque grave et irréversible, c'est une formule évidemment un peu, comment dire, un peu hypocrite pour dire, voilà, on peut tout foutre en l'air demain matin. On peut tout foutre en l'air demain matin. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, après, vous voyez, je ne vais pas développer ni détailler ici, mais c'est de ça qu'il est question, d'une façon aussi qui ressemble à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'une façon, malheureusement, qui semble assez dénégatoire. Et donc, il faut s'orienter de manière critique, normative, sur l'énoncé de ces énoncés juridiques. D'une façon qui semble aussi, malheureusement, un peu dénégatoire, parce que vous voyez bien, la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine, etc., et dans la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques. Évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle incertain. Parce que si j'ai une incertitude qui fait, par exemple, que je suis placé dans un univers scientifique controversé, comme tel était le cas, par exemple, pour la maladie de la vache folle, où tous les biologistes étaient persuadés que le vecteur d'une maladie, ça peut être un virus ou une bactérie, et certainement pas une protéine. Bon. Et puis qu'on découvre d'un seul coup, ben voilà, quelqu'un dit que le vecteur d'une maladie, ça peut être une protéine, mais pas forcément un virus ou une conformation mauvaise d'une protéine qui peut se transmettre simplement en mangeant de la viande. Bon, et bien là, évidemment, les choses changent profondément, mais nous sommes dans un univers scientifique,
controversé tant que les scientifiques ne sont pas d'accord sur un dilemme, sur une discussion comme celle-là, et il y en a partout en science, des discussions comme celle-là. Donc évidemment, l'incertitude fait qu'ici, je ne peux pas estimer de valeur de probabilité pour le risque, puisque je ne sais pas exactement quelle est la nature du risque. Et je ne peux pas non plus estimer sa gravité ou son absence de gravité. Donc évidemment, le problème, c'est voilà, incertitude et ensuite procédure d'évaluation. Est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre plutôt les procédures d'évaluation pour essayer de réduire d'abord l'incertitude et donc, il y a quelque chose d'énégatoire ici aussi. Et puisque, au fond, on pourrait dire, comme certains disent, est-ce que ces mesures qu'on prend contre le risque, elles ne sont pas encore plus risquées que le risque lui-même? Certains disent ça pour critiquer le principe de précaution. Dans les milieux scientifiques, c'est assez répandu. Et donc, on a là quelque chose d'assez dénégatoire, comme tout à l'heure. Donc, on a deux responsabilités qui émergent, et voilà, je voulais les faire émerger ici, et en même temps, dans des textes de loi, dont on voit tout de suite qu'ils ne sont pas très clairs. Ils ont un caractère assez dénégatoire, et donc l'objectif, c'est d'essayer de s'y repérer là-dedans. Alors, je voudrais que ce soit très clair, pour qu'il n'y ait pas de confusion sur ce point. Et en même temps, après, vous pouvez discuter, critiquer ce que j'avance. Mais mon objectif est clairement normatif. Mon objectif n'est ni descriptif. Hein, il ne s'agit pas de décrire cette responsabilité comme si je collectionnais des papillons. Et mon objectif n'est pas, il n'y en a pas dans la salle, mais ici à Toulouse, ça se pratique de façon très intéressante. Clément Cyr, par exemple, hein, qui est venu quelquefois parler ici, département du laboratoire de physique théorique. Et mon objectif n'est pas un objectif de physique sociale. Hein. Il ne s'agit pas d'analyser les conditions qui font que telle forme de responsabilité peut émerger, c'est pas ça. Mon objectif, c'est vraiment un objectif normatif, c'est-à-dire, voilà, nous avons cette responsabilité, il faut ouvrir les yeux. Nous sommes tous responsables. Et devant cette responsabilité, est-ce qu'on peut se repérer en distinguant une bonne et une mauvaise manière d'exercer cette responsabilité? Donc, soyons clairs, c'est ça que je vise. Est-ce qu'on peut dégager, distinguer une bonne et une mauvaise manière d'exercer cette responsabilité? C'est cette question qu'il faut que je réponde maintenant en 20 minutes. Il va falloir que je me dépêche, mais je vais le faire. Est-ce que nous avons une bonne ou une mauvaise? Donc, est-ce qu'il y a une manière juste? Donc, vous voyez, l'objectif est ambitieux. Hein, c'est une norme de justice. Une norme de justice, l'objectif. Est-ce que je peux dégager une forme de norme de justice qui me permettrait de me repérer dans l'exercice de cette responsabilité? Et encore une fois, je voudrais insister parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de mauvaise compréhension encore de ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Attention, j'ai bien dit une norme de justice. Donc une norme politique, éthique et politique. Certainement pas simplement une norme biologique, économique ou technologique. Hein? Comme si, par exemple, on pouvait paraphraser, comme toutes les formes de sophisme naturaliste le font, la norme de justice sous telle ou telle formule, comme par exemple ici, hein, ce qui est juste et ce qui est le plus adapté, on pourrait dire aussi plus c'est toujours mieux, ou ce qui est juste et ce qui est le plus efficace technologiquement ou économiquement. Là, je suis dans le sophisme naturaliste. Hein. C'est-à-dire, je confonds une norme politique avec quelque chose qui lui donne un sens, mais qui est justement pas politique. Je pratique cette sorte de réductionnisme qui consiste à réduire une norme politique éthique à quelque chose d'autre qu'elle n'est pas. C'est pas du tout mon objectif. Hein. Mon objectif, au contraire, c'est de dire ce que je cherche, c'est une norme politique, et elle est politique, elle n'est pas autre chose. Elle n'est pas économique, elle n'est pas biologique, elle n'est rien d'autre. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, cette normativité politique, je vais essayer de la dégager. Et je vais supposer en même temps une deuxième chose, c'est la deuxième partie de mon exposé, cette normativité politique, je vais supposer qu'elle a une forme cosmique. Ah, ça me rapproche un peu de mon voisin d'une certaine façon. Hein. Je vous conseille évidemment la lecture du dernier livre de Montebello qui est à côté de moi, là, sur la métaphysique cosmomorphe. Il y a un certain rapport avec le texte qu'il écrit. Est-ce qu'il y a une forme cosmique de la responsabilité biopolitique? Alors, je vais aller très vite sur le début, mais quand même d'abord, pourquoi est-ce que ce n'est pas simplement une responsabilité éthique? Pourquoi en même temps c'est une responsabilité éthique? Pourquoi ce n'est pas simplement une responsabilité éthique? Parce qu'il s'agit du bien commun. Et donc, pour exercer cette responsabilité, nous sommes pris dans une relation qui concerne le bien commun, et donc qui concerne le rapport aux autres, et donc qui est forcément, d'une manière ou d'une autre, une relation de pouvoir. Et c'est donc bien une question politique.
Mais c'est important de noter ça tout de suite. C'est pas juste de l'éthique, c'est une question politique. Il y a une relation de pouvoir qui est en jeu. Il y a une relation de pouvoir qui est en jeu, mais un peu spéciale, puisque c'est pas une relation de pouvoir qui nous lie les uns aux autres comme dans cette salle, multiples relations de pouvoir, micro-pouvoir, etc. Non, c'est une relation de pouvoir qui nous lie à ceux qui n'existent pas encore, qui nous lie aux générations futures. C'est une relation de pouvoir un peu spéciale. Alors maintenant, je vais construire une hypothèse. Je répondrai aux questions si vous le souhaitez, mais je n'ai pas le temps de spécifier pourquoi je le construis comme ça. Je l'indique simplement. Je vais construire une hypothèse. Pour analyser plus correctement cette relation de pouvoir, je voudrais redéfinir rapidement la notion de pouvoir telle que je vais l'entendre. Parce que vous allez voir, telle que je vais l'entendre, la relation de pouvoir telle que je vais la définir ne peut pas être foucauldienne. Et je dirais même qu'elle est anti-foucauldienne. Hein? Alors pourquoi elle ne peut pas être foucauldienne? Je vais jouer Canguilhem contre Foucault, si vous voulez, d'une certaine façon. Parce que la relation de pouvoir telle que je vais l'entendre suppose que, contrairement à ce que dit Foucault, on ne peut pas dire que nous pouvons être sujets que parce qu'en même temps nous sommes assujettis. Il ne s'agit pas de dire que chaque fois que nous décidons quelque chose, que nous voulons quelque chose, que nous désirons quelque chose, derrière ce que nous décidons, ce que nous voulons, ce que nous répétons, il y a une grande main invisible, c'est-à-dire, les physiciens appellent ça une propriété émergente. Hein. Bon, ben, ça, vous avez reconnu tout de suite de qui je parle. Ou alors, il y a un théâtre sans auteur, si vous ne l'avez pas reconnu, je vous le rappelle, parce qu'on a un peu oublié, sauf dans les milieux marxistes. Mais à notre époque, malheureusement, il fallait se le faire systématiquement. C'était pas forcément très agréable. Mais bon, évidemment, vous avez reconnu Althusser, peut-être. Ou alors des stratégies sans stratège. Et là, évidemment, vous reconnaissez Michel Foucault, hein, dans les textes comme La volonté de savoir, la surveiller, punir, etc. Hein, comme si la société politique n'était finalement que de la physique sociale avec des propriétés globales qui émergent dans certaines conditions. Donc l'hypothèse que je vais prendre, c'est une hypothèse tout à fait différente. Hein, c'est d'un côté, il y a bien une relation de pouvoir, c'est ce qui caractérise la relation de pouvoir elle-même, au sens où on agit sur l'action des autres, c'est ça la relation de pouvoir. Hein, mais au sens où en même temps, il y a toujours des rétrocontrôles dans toute forme de pouvoir humain, même autocratique, hein, même la pire des dictatures. Des procédures à travers lesquelles ceux qui subissent la relation de pouvoir peuvent également la réfléchir, se la représenter, la critiquer, s'y opposer. Et donc, vous voyez qu'il y a ici, je reprends ici le terme d'un philosophe américain que j'aime bien, qui s'appelle Ian Hacking, hein, Construction Social of What. Il y a un looping effect dans la normativité humaine. Hein. Et cette looping effect, vous voyez qu'il commence évidemment avec la souveraineté politique, la relation de pouvoir. Dès le niveau de la souveraineté politique, qui pour moi n'est pas du tout comme chez Foucault, de la superstructure, quelque chose qui n'a aucun intérêt, etc., etc. Non, non, au contraire, il y a quelque chose de fondamental dans la souveraineté politique qu'il faut rappeler. Cette idée que le peuple a des représentants, hein, et qu'à travers le fait qu'il a des représentants, la société politique commence à devenir autre chose, justement, que la physique sociale. Et vous le voyez bien, évidemment, dans la forme démocratique de la relation de pouvoir. Ça commence avec, oh, là j'ai cité Tocqueville, mais même dans Rousseau, on retrouve finalement ce raisonnement-là, c'est-à-dire un raisonnement qui suppose qu'il y a en même temps une souveraineté populaire, on va retrouver ça chez d'autres auteurs que Tocqueville, mais chez Tocqueville c'est très clair, mais en même temps c'est lié cette souveraineté populaire, justement parce qu'elle est populaire, à un principe de rétrocontrôle, qui est le principe du suffrage universel. Et donc vous voyez qu'il y a toute diminution, appauvrissement ou destruction de ces contrôles réflexifs ou critiques va apparaître comme une forme plus ou moins importante d'injustice vis-à-vis de la caractérisation de cette relation de pouvoir sous la forme que je viens d'évoquer là. Vous voyez ? Et au contraire, évidemment à l'inverse, c'est plus des formes de rétrocontrôle, pas simplement le suffrage universel, qu'avec le suffrage universel, c'est un peu léger malheureusement, plus des formes de rétrocontrôle actif s'engagent dans une société politique, et mieux la relation de pouvoir va fonctionner comme norme politique. Vous voyez ? Et donc vous voyez le looping effect ici, vous le voyez au tableau, clairement, c'est une boucle. Hein. En même temps que vous agissez sur l'action des autres, vous avez des rétrocontrôles réflexifs et critiques. C'est ça la norme de justice qui est à l'œuvre, pour moi, dans la relation de pouvoir. Et cette norme de justice qui va faire que plus les rétrocontrôles augmentent, et plus la société politique va devenir juste. Moins les rétrocontrôles augmentent, et plus la société politique va devenir injuste. C'est ça, c'est bête, c'est con, mais ça marche, à mon avis. Voilà. Alors, en même temps, ici, dimension cosmique, qu'est-ce que ça veut dire? Bah si, je vais tenir mon temps. Hein. En même temps, ici, dimension cosmique, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis responsable, nous sommes responsables de l'existence future d'une espèce. Et c'est quand même pas mal ça, il faut se rappeler tout le temps, hein, cette boucle.
dans toutes les institutions de pouvoir, y compris l'université, hein, c'est pas mal de se rappeler ça. Les rétrocontrôles réflexifs critiques, c'est pas mal de se rappeler ça. Je vous le rappelle. C'est pas juste de la philo. Voilà. Alors, donc, ici, pourquoi est-ce que j'ai un problème par rapport aux générations futures? Pourquoi est-ce que j'ai un problème? J'ai un problème parce que, vous voyez, pour qu'il y ait un rétrocontrôle réflexif, il faut qu'il puisse y avoir en même temps des devoirs et des droits, des deux côtés. Du côté de ceux qui exercent la relation de pouvoir et d'un autre côté de ceux qui ont le rétrocontrôle. Et quelquefois, c'est les mêmes aussi. Mais en tout cas, il faut qu'il puisse y avoir à la fois des devoirs et des droits. Il faut que, par exemple, avoir des devoirs sur les citoyens, parce qu'en même temps, les citoyens peuvent revendiquer des droits. Le droit de vote, par exemple. Hein? Autrement, il n'y a pas de rétrocontrôle. C'est ça le principe, c'est le rétrocontrôle. Okay, c'est comme ça que ça marche. Mais alors, comment vous faites avec les générations futures? C'est bien ça le problème. Puisqu'évidemment, les générations futures ne sont pas encore nées. Et qu'elles ne peuvent pas revendiquer leurs droits aujourd'hui. Vous voyez? Alors voilà, là je pense que les spécialistes de Lévinas, évidemment, ça va leur plaire. Il y a une vulnérabilité des générations futures. Voilà. Parce qu'on voit bien qu'il y a ici une relation de pouvoir asymétrique, qui fait que j'exerce un pouvoir sur eux, qui met même en danger leur existence. Chaque jour, on exerce. Il faudrait se poser cette question même à travers la façon dont on fait des enfants. Hein, regardez l'explosion du taux de natalité en 50 ans. On ne se pose même pas la question. C'est quand même hallucinant. Quoi. Hallucinant. Donc je mets en danger l'existence de générations futures, d'une façon dont je suis responsable. Et en même temps, il y a une vulnérabilité puisqu'elles ne peuvent pas revendiquer en face. Comment on s'y prend? Comment on s'y prend face à cette vulnérabilité? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, comment est-ce qu'on peut faire? La réponse, cette question, du coup, n'est pas simplement une question politique, c'est aussi une question éthique à cause de ça, pour moi. Alors, peut-être d'autres ici, plus spécialistes, définiront mieux le mot éthique que moi. Pour moi, c'est aussi une question éthique, justement parce qu'il y a cette asymétrie. Justement parce que, du coup, c'est dans notre cœur qu'il faut aller chercher, et pas simplement dans la loi. Il y a cette asymétrie profonde, qui fait que c'est une question qui concerne chacun de nous dans son fond individuel, et pas simplement des décisions collectives. Bon, alors, mais en même temps, donc, elle est politique parce que c'est une relation de pouvoir. C'est à la fois éthique et politique. Alors, comment exercer ce pouvoir? Donc, le premier truc, évidemment, il faut assumer clairement que c'est une génération de pouvoir, dans la perspective que je défends, et c'est-à-dire, surtout, du coup, qu'elle est instrumentalisante. Il est impossible, vous voyez, d'arrêter d'instrumentaliser les générations futures. C'est juste absurde de le penser. Donc, vous comprenez l'aspect dénégatoire des deux exemples que je vous ai cités tout à l'heure. C'est ça. C'est la tentation de se dire « Ah, on va mettre dans la loi qu'il faut arrêter d'instrumentaliser les générations futures. On va appliquer le principe de précaution, on va dire qu'il ne faut pas toucher l'espèce humaine. » C'est juste absurde. Toucher l'espèce humaine, c'est ce qu'on fait chaque jour. Donc, il faut arrêter ces dénégations absurdes, hypocrites. Il faut essayer d'avancer dans la réflexion. Vous voyez ? Donc, avancer dans la réflexion, ça suppose, voilà, il y a une bonne et une mauvaise manière d'instrumentaliser les générations futures. Je n'ai pas le temps de vous raconter, mais du coup, ça m'oppose évidemment clairement à Habermas, que ce soit aux jeunes Habermas ou aux vieilles Habermas. Juste, je cite le jeune, parce que c'est tellement facile et évident dans le jeune. Dans le jeune, comment se construit la sphère des vécus intersubjectifs et la question du fameux consensus d'Habermas, en opposition aux médias, de l'argent et du pouvoir. C'est juste ridicule. C'est juste ridicule. En posant la question comme ça, on dit « je ne peux pas résoudre le problème que j'ai posé tout à l'heure ». C'est aussi simple que ça. Parce que le pouvoir est mauvais, il ne faut pas le toucher. C'est juste la mauvaise façon de réfléchir. Voilà. Alors, on pourrait dire ça pour Habermas, et je voudrais dire là, parce que je sais que j'ai des auditeurs hostiles à Jonas, et je voudrais me faire bien comprendre sur ce point-ci. Je suis inspiré par M. Jonas, mais en même temps que je suis inspiré, je pense être assez lucide sur les choses qui ne vont pas du tout dans la philosophie de M. Jonas. Et notamment, ce qui ne va pas du tout, c'est qu'il y a évidemment quelque chose de complètement dénégatoire dans l'énoncé du principe de responsabilité chez Jonas. C'est évident. Il y a quelque chose de complètement dénégatoire dans le principe das die Menschheit sei, énoncé par Jonas, parce qu'au fond, qu'est-ce que nous dit Jonas? On peut l'interpréter de plusieurs façons, je ne vais pas faire un exposé sur Jonas, mais il y a quand même une façon de l'interpréter qui peut être justifiée par certains textes qui dit, voilà, il faut rester sur ce qui est, il ne faut pas toucher à ce qui est.
il y a une espèce de notion d'intégrité de l'espèce humaine, aussi chez Jonas. Comme si toute forme de pouvoir que nous avons vis-à-vis des générations futures, comme dans les textes que j'ai vus tout à l'heure, était la chose qu'il fallait combattre. Donc une logique d'abstention. Il faut s'abstenir d'exercer notre pouvoir sur les générations. Alors ça se voit très bien, parce que je ne vais pas entrer dans la technique, mais ça se voit très bien, il y a de la technique sous la plupart du temps chez les grands philosophes, il y a toujours de la technique derrière. Chez Jonas, il y a aussi de la technique. Il y a de la technique puisque ce qu'il évoque, c'est la possibilité d'un risque qui ne soit pas relatif. Et donc un risque qui ne soit pas relatif, qu'est-ce que c'est? Ça va être un risque dont la valeur de dangerosité est tellement grande que même si la probabilité qu'il se produise est excessivement petite, il faut s'abstenir. Alors vous voyez le résultat. Par exemple, là, on est en train de réchauffer l'atmosphère avec le dioxyde de carbone. Oui, il y a un risque de dangerosité absolue. Alors si on écoute Jonas, on arrête tout de suite de se chauffer, on arrête tout de suite de prendre sa voiture, et les conséquences, elles sont là. Elles sont là au sens économique, c'est-à-dire décroissance massive avec les troubles politiques que ça entraînerait, et elles sont là même au niveau politique, parce que Jonas n'est pas démocrate. C'est quand même un problème. Voyez. Donc, eh bien, je ne peux pas soutenir une telle position. C'est pas mon but ici de soutenir cette position. Mais mon but, c'est de garder une idée de Jonas. Et c'est l'idée que je vais vous proposer aujourd'hui. Je voudrais garder cette idée, il me reste 5 ou 10 minutes pour les... Non, 5 minutes. 5 minutes, et bien voilà. Je voudrais garder... enfin, on m'a dit 40 minutes et j'ai commencé à moins le quart. Donc, mais 5 minutes, ça devrait aller, je pense. Je voudrais l'énoncer ici. C'est une idée, à mon avis, d'une grande profondeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Jonas dit, si je veux comprendre bien l'exercice de cette responsabilité, lui ne parle que de l'existence, mais il y a aussi donc l'amélioration. Mais dans un autre livre, il parle de l'amélioration. Il y a plusieurs livres de Jonas. Si je veux bien comprendre ce qu'il dit, il faut que je comprenne qu'il faut une nouvelle philosophie. Il faut une philosophie à travers laquelle l'axiologie fait partie, est un équipement de l'ontologie. Je voudrais revenir sur ce point. Parce que ça, c'est ce que je garde de Jonas. C'est un point qui me semble central. L'axiologie du principe responsabilité nous oblige à réviser ce que nous appelons l'ontologie et elle engage de profonds changements dans notre vision du réel. J'ai pas le temps puisqu'il me reste 5 minutes, mais elle nous sort d'un modèle dualiste qui, au nom du rejet du principe du sophisme naturaliste, accepte, à mon avis, trop rapidement l'opposition entre les faits et les valeurs. À mon avis, on reste dans un modèle classique quand on pense de cette façon. Et puis, un modèle évidemment naturaliste et pyramidal, encore une fois j'insiste, qui n'est surtout pas le mien, et qui est le modèle anglo-saxon traditionnel que vous allez trouver chez Lloyd Morgan, que vous allez trouver chez Jae-Gwon Kim, que vous allez trouver chez tous les anglo-saxons adeptes de la Sotavinians. Vous allez trouver ce modèle naturaliste et pyramidal. Il y a le niveau physique, le niveau biologique, et puis le niveau psychique, et dans le niveau psychique, vous avez le politique, etc. La base est physique, et bon, etc. Voilà. Et donc, le monde des valeurs ne se réduit pas au monde des faits, mais il dépend essentiellement du monde des faits. Alors, on pourrait montrer qu'en fait, la formule de Foucault, le biologique réfléchi dans le politique comme définition du biopouvoir, n'est pas si révolutionnaire que ça. Elle le ramène finalement à un modèle naturaliste et pyramidal. C'est paradoxal, puisque Foucault se déclarait au contraire de l'inverse. Mais j'ai pas le temps de discuter de ça, je voudrais aller au point central tout de suite. Pourquoi l'axiologie, équipement, l'ontologie? C'est très simple. Parce que le biologique, à travers les deux questions que je pose, si elles se posent, c'est qu'il n'est pas simplement réfléchi par le politique. Il est aujourd'hui par la matrice savoir-pouvoir, c'est-à-dire par la technoscience. Le biologique est transformé par le politique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Non seulement notre espèce, au sens biologique, mais notre environnement biologique sont transformés par le politique. Et donc vous voyez bien qu'on ne peut plus dire il y a le niveau de base qui est le biologique et puis il y a le niveau culturel qui est le niveau supérieur. Non, parce qu'il y a une modification de l'humain comme espèce biologique et de son environnement, y compris de la biosphère. Je n'aurai pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais y compris de la biosphère, qui concerne l'humain lui-même. Je n'ai donc pas hiérarchie de niveau, j'ai enchevêtrement de niveau. Le biologique n'est pas réfléchi par l'humain, le biologique est intriqué dans l'humain. Voilà. Et donc, ça engage une extension de la responsabilité. Voilà pourquoi la dimension cosmique. Une extension de la responsabilité qui implique quelque chose de non humain. Je ne peux plus dire simplement l'humain fait partie de la nature. Il faut que j'ajoute notre nature biologique dépend de l'humain. Elle est en notre pouvoir. Ce qu'est notre nature biologique
dépend de ce que nous en ferons. Et c'est là que l'axiologie entre dans l'ontologie. Ce qu'est notre nature biologique dépend de ce que nous en ferons. Et l'inverse, il y a une possibilisation de soi de la nature opérée, enfin, au moins opérée par sa relation à l'humain, qui va jusqu'à la biosphère. Alors, de la nature biologique, hein, pas de la nature physique, de la nature biologique, qui va jusqu'à la biosphère. Voilà. Alors, il me reste 2 minutes pour arriver à l'essentiel. Je garde ces 2 énoncés fondamentaux pour moi. Ce qu'est notre nature biologique dépend de ce que nous en ferons, qui définissent une dimension cosmique de la responsabilité. Il y a en même temps une possibilisation de la nature opérée par la relation à l'humain, possibilisation de soi. Est-ce que sur cette base, on peut construire un nouvel impératif responsabilité? La réponse est oui. Le voilà. Agir de telle sorte que ce que nous faisons et ce que nous décidons aurait pu être fait ou décidé par ceux que nous représentons. C'est aussi bête que ça. Et vous voyez ce que ça fait? Ça fait une nouvelle boucle. Mais une boucle qui va dans le futur. Une boucle temporelle. Vous voyez que dans cette boucle temporelle, vous êtes obligé de prendre en compte 2 choses. Et je m'inspire beaucoup, je le reconnais, non plus ici de Hans Jonas, mais d'un grand philosophe contemporain, pour moi en tout cas, qui s'appelle Jean-Pierre Dupuy. On va penser à l'inviter un jour. Vous avez d'un côté le temps, donc Jean-Pierre Dupuy pour un catastrophisme éclairé. Vous avez d'un côté le temps de l'action physique, en bas. Le pouvoir que nous exerçons sur les générations futures commence, puisque nous agissons sur ce que vont devenir les autres, sur la nature même des autres, et pas simplement sur leur action. Sur la nature des autres, nous agissons. Hein, c'est le temps de l'action physique, c'est le temps causal pour aller vite, allons-y. Hein. Et puis là, ce que j'évoque, c'est la possibilité d'un rétrocontrôle virtuel. Hein, le comme si, hein, agit de telle sorte que, ou agit comme si, Hals Hop, une sorte de résurgence du Hals Hop kantien. Hein. Le comme si, ici, ça suppose une rétroaction virtuelle, c'est-à-dire, je fais comme si les générations futures pouvaient discuter avec nous de ce que nous leur faisons. C'est ça l'idée. Donc, c'est un impératif qui relève de la simulation, qui suppose qu'il y a quelque chose, une condition d'irréalité que je vais introduire dans l'impératif, qui relève de la simulation et qui permet d'opérer un rétrocontrôle. Et ça débouche, bon alors j'ai pas le temps de vous montrer tous les détails, mais ça débouche sur plusieurs questions qu'on peut tester avec cet impératif, et je ne fais que citer les questions ici. Ça débouche sur la mise en évidence de la notion d'univers scientifique controversé. Ça débouche sur la mise en évidence d'une grammaire des catégories pour mieux constituer le principe de précaution. Pas juste l'incertitude, il faut en faire 5 ou 6 catégories. Ça débouche sur des procédures d'implication des citoyens dans les expertises. Ça débouche sur une réflexion en économie, alors j'espère que ça va venir tout à l'heure, sur la notion de capacité. Et une réflexion critique sur l'usage de la notion d'utilité en économie. Et ça débouche, enfin, sur une réflexion sur le sens non pas simplement local, mais global de la responsabilité. Non pas au niveau de l'individu, c'est le contraire de Foucault, non pas au niveau des micro-pouvoirs, j'en ai marre des micro-pouvoirs, non pas au niveau de l'État, au niveau des trans-États, au niveau transétatique, c'est là qu'il faut frapper. Et c'est le futur, autrement on n'aura pas de futur. Je vous remercie. Merci Paul-Antoine. Je suis désolé, mais en tant que modérateur, j'ai une responsabilité envers les questions futures qui vont arriver, donc je laisse tout de suite la parole à la salle pour ces questions. Oui. Comment pouvons-nous savoir ce que seront les générations futures et ce qui sera bien pour elles? On ne peut pas savoir ce que sont les générations futures. Et ce qu'on peut faire, c'est prendre des décisions en tenant compte du fait qu'elles seront là. Et si je prends par exemple comme décision de dire je ne vais pas signer demain le pacte écologique parce que j'aime mieux m'occuper des entreprises américaines de pétrole, je prends une décision contre les générations futures. C'est concret. Je ne sais pas ce qu'elles vont dire. Mais ce que je peux faire, c'est décider sans tenir compte d'elles, au contraire, décider en tenant compte d'elles. L'impératif dit juste, attention, n'oubliez pas qu'elles seront là. Vous ne pouvez pas ne pas décider sans tenir compte d'elles. C'est juste ça, mais c'est fondamental à mon avis. Je ne sais pas combien de temps j'ai raté de l'exposé, Paul-Antoine, mais à mon avis très peu, d'après si je crois ce que tu en as dit à un moment
on te restreignait le temps. Mais je voulais d'abord te dire que j'ai trouvé l'exposé magnifique, une clarté totale. Et t'as besoin d'argent? Et tout à fait intéressant dans chacun de ces moments argumentatifs. En liquide, l'argent? On en discutera plus tard si tu veux. Donc j'avais deux observations à faire. La première, c'est qu'au moment là où tu expliques comment l'ontologie entre dans l'affaire, et après avoir présenté les deux modèles de disjonction des faits et des valeurs, dans un des deux modèles, néanmoins, les valeurs sont présentées comme superveniantes. Il me semble que si on regarde le détail de ce que tu exposes après, à mon sens, tu gardes la disjonction. Tu expliques que notre enjeu de la valeur, maintenant, contient la responsabilité du cosmos. Mais ça, ça ne touche pas à la disjonction de dire ça. Ça ne laisse pas entendre que le cosmos, dans son fait, proposerait la valeur. Ce qui est ça la thèse de réduction ontologique. Donc moi, ça m'a plu, donc c'était positivement pour applaudir cet aspect. Et deuxièmement, je voulais soulever un point par rapport à ton principe final, parce que donc clairement, il est extrêmement proche de l'impératif catégorique kantien. Et moi, je me souviens... Sauf que ça introduit cette dimension de simulation et temporelle. J'y arrive. Pour tout te dire, la petite histoire, c'est que moi, j'ai rencontré cette affaire à travers une étudiante qui faisait une maîtrise sur le principe de responsabilité de Jonas et qui se trouvait être la fille de quelqu'un de très célèbre, mais peu importe. Et donc déjà, j'avais discuté avec elle la chose. Il me semble, je ne sais pas ce qu'en dit Jonas explicitement, mais il me semble qu'on n'a aucune raison de penser que dans l'impératif catégorique kantien, il n'y a pas les générations futures. Et voici mon argumentation. La société des êtres raisonnables n'est certainement pas empirique. Donc si on envisage la société des êtres raisonnables comme étant liée à notre époque, on est sorti du kantisme, on a perdu la pureté transcendantale du kantisme. Et la seule indication qu'on a pour concevoir la société des êtres raisonnables, c'est qu'elle est conçue sur le modèle d'une nature déterministe organisée par des lois, mais ce modèle, justement, il inclut le futur constamment, puisque la science est prédictive. Donc, il me semble que, en fait, c'est une bonne compréhension de l'impératif kantien. Alors, merci pour les questions. La première, je l'attendais, évidemment, puisque toute la philosophie de Jean-Michel Stahelski suppose qu'on donne cette réponse, en effet, on donne une réponse positive à la première question. Alors, je suis d'accord sur... En même temps, je suis d'accord et en même temps, je ne suis pas complètement d'accord. Je suis d'accord parce que quand on regarde l'énoncé 1, c'est exactement ce que tu dis. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire, en fait, je garde la dualité fait et valeur, puisque je suppose que je me mets du point de vue de la valeur pour dire qu'il y a une dimension cosmique de la responsabilité. Et donc, c'est ce qui fait que mon discours est normatif. Et donc, oui, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ce que tu oublies, c'est l'énoncé 2, qui suppose qu'il y a une possibilisation de la nature, biologique en tout cas. Alors évidemment, on peut dire que c'est un effet, si on est dans la philosophie de Salanskis, on va dire que c'est un effet de loupe, en fait, qui vient de la façon dont l'humain se représente son action sur la nature, etc. Mais que la nature n'est pas comme la façon dont l'humain se représente son action sur la nature. On peut argumenter dans cette direction. Mais pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, ce que ça met en valeur vraiment, c'est le fait que les contraintes biologiques, eh bien, c'est pas quelque chose qui nous détermine à la base sans qu'on puisse rétroagir sur elles. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, y compris au niveau épistémologique, qui est fondamental pour moi. Et donc, c'est ce qui fait que c'est le point de petite différence, on va dire, entre la position que tu soutiens et celle que j'essaye d'exprimer là. Alors ensuite, pour la deuxième question, c'est profond ce que tu dis, je ne peux pas envoyer trop de compliments moi aussi, mais en même temps, il y a un aspect, si tu veux, dans l'aspect temporel, il y a une question, en tout cas, on pourrait dire que c'est déjà dans l'énoncé kantien, mais c'est vraiment, rien n'y renvoie directement. Dans l'aspect temporel, il y a ce fait qu'il y a l'imprévisibilité. Il n'y a rien dans l'énoncé kantien qui permet de traiter ça. Parce que là, quand on regarde la loupe, là, quand on regarde le looping effect, ce que dit le looping effect, c'est qu'il va se passer plein de choses au niveau du pouvoir qui font que je dois traiter avec un problème où la science n'est pas tout de suite en mesure de m'aider. Voilà.
typiquement, j'ai cité l'histoire des vaches folles tout à l'heure. La science n'est pas en mesure de m'aider. Donc il faut articuler la première chose à faire, c'est articuler science et sciences humaines. Il y a d'excellents sociologues qui ont commencé à faire ça, sociologues de l'école polytechnique, Calon par exemple, à articuler sciences humaines, économie. En se disant, voilà, définissons mieux les situations qui font que la science ne peut pas directement nous aider. Et définissons mieux le type de rationalité dont on a besoin là pour suppléer cette absence de décision qui vient de la science. Donc toutes ces choses-là sont quand même très nouvelles par rapport à la position kantienne traditionnelle. Voilà pour répondre en 2 minutes. Bien, merci. Je crois qu'on va laisser là les questions puisqu'il faut passer à la seconde.